Bonjour à tous, bienvenue sur Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, on reçoit une productrice, consultante, experte dans son domaine. Patience Friso, bonjour. Bonjour Patrick et merci, on vous rappelle de me recevoir. Merci à toi de prendre ce temps dans ton emploi du temps super chargé et de parler avec nous et de nous expliquer un petit peu. Ma première question pour toi, ça serait, si tu devais passer une journée avec un personnage fictif de ton enfance, tu sais, dans les séries que tu as regardées de Dallas au Prince de Bel-Air, ça serait qui et pourquoi? C'est une très bonne question. Une journée fictive dans mon enfance, ce serait étrangement avec Madame est servie et Tony Micheli. Ah, c'est clair. Ouais, ouais. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est celle qui me vient. Voilà. Quel souvenir tu gardes avec Tony Danza? Tony Danza, c'est vraiment dans Madame est servie, en fait, c'est Samantha, la D'accord. fille. Je m'identifiais pas mal à ce côté ascension, transfuge de classe Mhm, et les problématiques d'adolescentes qui vont changer de milieu social et qui vont vouloir s'adapter et mhm. cacher qu'elles viennent d'un milieu plus modeste. Euh, donc, en fait, ça ne m'est absolument pas arrivé en soi dans l'absolu, mais je m'identifiais au personnage parce que je voyais beaucoup de personnes, enfin de jeunes dans mon entourage faire face à cette problématique et je pense notamment à une de mes sœurs aussi, Ok. euh, mes sœurs, enfin voilà, autour de moi. Et c'est quelque chose qui, pour moi, m'a préparé à mon adaptation à viser plus haut, à appréhender des milieux sociaux, on va dire, plus aisés que le mien, on va dire, d'origine, même si on en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, je suis d'origine camerounaise et ma famille est plutôt d'une famille aisée. Mais Mhm. quand on arrive en France, hein, eh ben, on est tous, voilà, on part de zéro, modestement, et on doit tout reconstruire. Ouais, c'est marrant que tu fasses la parallèle avec Samantha, qui était jouée par Alyssa Milano, parce que son personnage, en fait, quitte un lieu pauvre, je pense que c'était Brooklyn, après ils vont au Connecticut, et c'est là, ils sont un peu aisés, tout ça d'un seul coup. Mais Euh, tu sais qu'à la base, son personnage, il était un peu garçon manqué au début. Est-ce que tu t'identifies comme ça? Complètement. Complètement. Moi, j'étais jusqu'à l'âge de, je dirais bien 17 ans, allez, 16 ans. Je fais beaucoup de volleyball, D'accord, beaucoup de sport. J'étais en jogging 6 fois sur 7, on va dire. 6 jours sur 7, on va dire. d'accord. Euh, voilà. Et même dans ma famille, on m'appelait j'étais un peu le petit frère de mon frère, en fait, hein, pendant longtemps. Alors que je faisais de la danse et je dis ça parce qu'après, avec le temps, au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à être plus féminine, comme Ok. Samantha. Comme ça. Et le côté bagarreuse, un peu, C'est ça, les exactement. thématiques qu'elle avait, c'est bien que tu rappelles ça parce que, ouais, c'était pas... Ok. Maintenant, si tu donnais un peu un contexte à nos auditeurs, si tu nous parlais comment toi t'es rentré dans l'audiovisuel, puisqu'à la base, tu étais prédestiné pour faire de la médecine. Exactement. Alors, je suis rentrée dans l'audiovisuel. Je pense que la graine, elle a commencé par mon entourage. Parce qu'au fait, déjà dans la famille, finalement, il y avait des artistes. Mon oncle, c'est Charles Ewan-GP, donc le père de Marie de Monique Ewan-GP, et c'est un grand Mhm. musicien camerounais. Ok. Donc, le milieu du spectacle était déjà au- autour de moi, mais je ne me rendais pas vraiment compte. Et la réalité, c'est aussi mon beau-frère qui a été donc mon beau-frère depuis l'âge de 11 12 ans, qui est un cinéphile. Voilà, j'en connais très peu comme lui. Et à l'époque, VHS, tout ça, il avait une cinémathèque vidéo Ok. euh, grandiose, superbe. J'ai vu des films clairement que je ne devais pas voir à mon âge. Je ne le savais pas avant de les voir. D'accord. Et voilà, c'est ça qui... La graine, elle est venue là. Et lui, il est justement storyboarder, réalisateur. Et donc, je le regardais travailler. Je ne savais absolument pas qu'est-ce que c'était ces métiers-là. Quoique, en faisant de la danse, je rencontrais des photographes, des réalisateurs, tout ça, mais et réalisatrices, il n'y en avait Mhm. juste pas à l'époque. Euh, je regardais ça de loin, mais je savais à peu près ce que c'était.
Et une fois que j'ai en médecine, et ben, je me suis rendu compte que je n'aimais pas voir les gens malades. Quand j'ai vu mon premier mort à la salle, Ah ouais, voilà, ah ouais, la dissection. C'est là que je me suis posé les bonnes questions. oh Jésus. Ok. Et j'ai toujours aimé, on va dire, la dynamique anglo-saxonne, Mhm. l'entertainment, bon, Aaron Spelling, Beverly Hills. Tu as compris que j'ai quelque chose Bien sûr, avec ouais. Los Les États-Unis? Angeles. Ouais, c'est ça. Bien sûr, Prince de Bel-Air, au fur et à mesure, euh, toute la culture, bien sûr, Spike Lee, toute la culture cinématographique et audiovisuelle nourrie principalement avec, on va dire, des fictions anglo-saxonnes, parce qu'en fait, c'était là où on pouvait voir des gens qui nous ressemblent, tout Mhm. simplement, et parce qu'ils sont très avancés. Et quand je suis partie en Angleterre, à la base, je voulais être journaliste. Donc, je voulais clairement raconter des histoires, passer un message. Et je suis tombée amoureuse au fait de la lumière. J'ai fait un tour dans une école où je prenais mes cours de de journalisme. Mhm. Et je suis rentrée dans le dark room, donc une chambre noire de photos. J'ai fait de la photo, j'ai vu l'image apparaître, j'ai dit c'est fantastique, c'est ce que je vais faire. Et voilà, je me suis avant tout spécialisée après dans l'image et en tant que chef opératrice. Et c'est comme ça que je suis tombée dans l'audiovisuel pour de vrai. On va juste revenir en arrière un petit peu. Tu parlais tout à l'heure que tu avais, je crois que c'est ton beau-frère, tu disais, qui était storyboarder. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour ceux qui sont pas du milieu, c'est à quoi ça consiste exactement en fait? Mon beau-frère, Dean Mhm. Mandengue, que je cite, il a fait une école d'art. Il était donc storyboarder à l'époque. Donc, c'est quand on met en dessin D'accord. les plans, le découpage d'un film, ou pour prévoir les plans, les séquences, les scènes, et Mhm. déjà faire la composition de l'image. Ce qui permet, avant de tourner, de savoir à peu près les plans de caméra. Et à l'époque, surtout, on était en argentique, donc la préparation était vraiment énorme, hein, parce que Mhm. on ne pouvait pas tourner au hasard. Et ça permettait de choisir les cadres. Ça permet toujours, hein, le storyboard, c'est toujours d'actualité. Et donc, de poser les cadres en amont grâce au dessin, et donc des petites séquences comme ça. Et parallèlement, il est devenu après réalisateur. D'accord, merci. Tu sais, tout à l'heure dans la conversation, tu parlais aussi que tu me disais par rapport aux États-Unis, ils sont un peu en avance, l'évolution et tout. Bah, j'aimerais qu'on parle un peu du marché de la diversité et l'évolution de notre marché. Tu sais, justement, comment nous, on peut lutter contre la diversité, les clichés, la représentation, tout ça, en fait, histoire de se rapprocher un peu des États-Unis. C'est notre grand débat de voir comment on pourrait s'inspirer du modèle américain, mais je dirais même anglo-saxon en fait. Parce que là, par exemple, je reviens de Dakar série, je regarde aussi ce qui se passe tout simplement dans le monde. Mhm, Et je veux dire, c'est une problématique bien particulière, la francophonie, le rapport à la diversité. Ce n'est pas exactement la même définition, parce que c'est pas la même histoire. Et donc, aux États-Unis, c'est avant tout des questions qui ont été mises sur la table, parce qu'il y a eu aussi une industrie parallèle au-delà, avec la Black Exploitation, mhm. qui d'abord a créé des productions, on va dire, par nous, pour nous, Ouais, ouais, et qui ont fait un tel succès que les décideurs américains se sont dit, mais on ne peut pas se permettre de laisser une économie parallèle bien sûr, ouais. se faire tant qu'on mange dessus. Et ils ont, avec aucune honte, commencé eux-mêmes à faire de la black exploitation sans être des noirs, en se disant, il y a un public et on va faire ce type de projet. Et puis ça s'est fait, encore une fois, que ce soit dans la musique et autres, ça a été la même histoire. Nous n'avons pas eu ce mouvement-là, on va dire, en France ou dans Mhm, la francophonie réellement. C'est pas faute d'avoir essayé, mais peut-être que tout simplement, économiquement parlant, on n'a pas, on n'est pas structuré de la même manière. Et même en termes de communauté, on va dire communauté, diversité, en fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un grand sujet. c'est clair, ouais. Donc, voilà, nos définitions sont clairement différentes aux États-Unis et ici. Et donc,
Là-bas, c'est très communautaire. Les anglo-saxons sont beaucoup plus à l'aise avec tout simplement compter les communautés, Mhm. on dirait. En France, on ne peut pas le faire. Donc déjà, parce qu'on ne peut pas compter, on ne peut pas faire dans l'industrie du marketing, de la data sur les données ethniques des spectateurs. Mhm. Donc, résultat, parce que c'est pas chiffré, on ne peut jamais vraiment dire est-ce que c'est bien telle communauté qui a regardé tel type de projet. Et c'est en ça que c'est difficile, déjà en termes de marché, de faire bouger la diversité. Et la deuxième chose, c'est en termes de clichés, en fait, encore une fois, ça dépend qui est le public. Pour un public, ça convient, c'est cliché, c'est pas du tout un problème. Eux, ça les fait rire, ils regardent, c'est normal pour eux, c'est la réalité. Et Mhm. il y a le public qui dit waouh, c'est des clichés, c'est pas nous, ça ne ressemble pas. Donc là, je parle de nous. Sauf qu'on n'est pas les décideurs, on n'est peut-être même pas juste les consommateurs de ces produits-là. Et c'est bien pour ça que je dis produits, parce que les chiffres montrent que cette consommation, en fait, nous, on n'est pas le public. Donc, eux, ces clichés, c'est même pas un sujet, puisque voir, je sais pas moi, des banlieusards, allez, on va dire ça comme ça, du 93 qui casse tout, ben, Mhm. on a un sujet qui plaît, qui vend, et il y a un public. Et voilà, et on n'est peut-être pas forcément le public. Et bien sûr, ça entretient les clichés. Mais malheureusement, il faut croire qu'il y a un public pour ça. Donc, tant qu'il y aura économiquement une manne financière, comme je l'ai expliqué avec la Black Exploitation, euh, ce n'est pas prêt de disparaître. Et encore, toi, tu vas loin, tu lances des films avec des banlieusards, tout ça et tout, mais moi, je vais t'en citer un. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui, alors, alors oui, je suis allée dans l'extrême dans le côté banlieusard, par exemple. Ouais, Très bizarre par exemple, d'associer tous les Noirs et les Arabes, on va dire, à la c'est ça. banlieue. Mhm. Parce que, voilà, le 92, c'est une banlieue. Donc, voilà, on aurait pu faire aussi C'est banlieusard ça. du 92. Donc, à Issy-les-Moulineaux, j'aurais Mhm. voulu voir ce que ça donne. Mais pour revenir, en effet, avec qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu, là, on en revient dans un classique, au fait, de genre, de la